aurait bien sûr des questions, mais l'idée, c'est véritablement qu'on puisse sortir d'ici bien. Vous voyez? Pas avec ceux avec lesquels on est rentré. Si tant est que vous soyez rentré avec, avec des rancunes, avec des douleurs, avec un background du passé, des souvenirs douloureux. Parce que c'est soit vos souvenirs, nos souvenirs resteront douloureux et continueront à l'être, ou soit on les transforme. On ne peut pas transformer le passé, hein, mais on les transforme aujourd'hui pour que demain ce soit autre chose, qu'on vive autre chose. Vous voyez un peu? C'est un peu cela. On n'est pas là pour remuer la couteau dans la couteau. En fait, je pensais à la plaie. Le couteau dans la plaie, parce que ça ne sert à rien. Du moins, non, ça fait mal, simplement. Ça fait mal. OK? Donc, comme André avait commencé, je lui donne la parole. Elle va se représenter pour les internautes et après, on va continuer. Bonsoir à tous. Maintenant, tout le monde m'entend, je présume. Voilà. Donc, je suis Andrea Ardès de Cracker. Je suis la fondatrice de SOS Écoute, qui est une plateforme de santé au travail, pas que, puisque maintenant, nous avons décidé d'étendre en fait nos compétences avec tous les professionnels, en tout cas dans toute la pluridisciplinarité, nos compétences auprès des particuliers aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a invité pour vous parler des violences faites aux femmes, puisque nous sommes dans un mois qui est particulier. L'objectif, comme le disait aussi Moïse, c'est pas de partir mal, de partir bien, et aussi de comprendre, de prévenir et d'agir, hein, comme vous voyez sur l'écran ici. Donc je vais commencer, je vais passer à la 3e diapositive. Voilà, et j'aurais voulu que l'on se rappelle ensemble ce que c'est en fait la violence ou les violences faites aux femmes. Alors, bon, je précise qu'on dit femmes parce qu'il s'agit de la campagne actuelle, mais il existe aussi des violences qui sont faites aux hommes, voilà, et indirectement, les mêmes types de violences, oui, les mêmes types de violences qui sont faites aux hommes et qui, par conséquent, lorsqu'il y a des enfants dans le foyer, des enfants qui subissent directement ou indirectement les violences que subissent l'autre, la victime, enfin, des enfants en tout cas qui sont aussi victimes de violences au sein de leur famille. Donc, globalement, il s'agit de violences intrafamiliales. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de violence, même si vous m'entendrez dire toujours violence faite aux femmes, parce que je reste dans le thème, mais lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, il s'agit des violences qui englobent tous les actes de violence, voilà, contre elles en raison de leur genre, donc c'est-à-dire du fait qu'elles soient femmes. Alors, on vit dans un monde moderne. Je sais qu'on est à l'église, mais on est face à la société. Quand on dit femme, on parle de tous ceux qui se disent aussi femmes. Voilà. Ah ben oui, Moïse, violence faite aux femmes, c'est ça. C'est tous ceux, je dis pas toutes celles, toutes seules, je sais pas, qui se disent femmes, voilà. Il me faisait remarquer le fait que j'ai mégenré, hein, et c'était volontaire. Voilà, donc en fait, ces violences causent ou peuvent causer des préjudices qui sont physiques, sexuels et psychologiques. Donc, elles incluent des menaces, des contraintes ou la privation de liberté, arbitraire de liberté, que ce soit en public ou en privé. Alors, ce n'est pas parce que le mari tabasse à la maison que vous n'êtes pas victime de violence. Hein, voilà, la violence, elle se fait en public ou en privé. Alors, j'aimerais vous rappeler, ou bien vous laisser nous rappeler les différentes formes de violence. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les différentes formes de violence? Puisque je sais que ça s'est répété à plusieurs reprises depuis ce matin. À l'instant encore, Madame Gélabad et Marilyn en ont parlé. Est-ce que quelqu'un se désigne pour nous parler des différents types de violences qui existent? Alors, la violence, merci, physique. Ensuite, morale.
J'ai pas entendu? Physique, oui, on l'a dit. Psychique, oui, bien sûr. Voilà, merci. Économique. Économique. Verbal, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Sexuel, voilà. Il manque, il y a une autre violence. Psychologique, morale, voilà, on peut les mettre ensemble, Moïse. Voilà. Ensuite, il y a aussi la violence administrative. Voilà. Donc, je vais vous les décrire, hein, les violences physiques. Il s'agit de coups et blessures. Voilà. Alors, parfois, la violence... Bon. Alors là, on ne parle pas d'un point de vue pénal, mais en tout cas, la violence peut être physique sans qu'on ait à toucher la personne. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, on a tous une zone autour de soi, voilà, qu'on estime qu'il ne faut pas violer. Et on peut, voilà, donc on a parlé de menaces, on peut être menacé physiquement. Il s'agit de violences physiques. Les violences ou psychologiques, ça dépendra encore. Voilà, il existe les violences psychologiques, donc tout ce qui est humiliation, menace, isolement aussi. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas le droit de sortir de chez elles. Tu sors de la maison, à la limite, tu vas chez le primeur qui est à côté, tu reviens, tu vas à l'église, tu retournes. Enfin, bon, voilà. En 5 minutes, c'est chronométré. Voilà. Donc, certaines personnes vivent, en fait, ces difficultés-là. Les violences sexuelles, alors on parle, bien entendu, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de viol. Alors, j'aurais souhaité qu'on prenne un petit temps pour parler. Alors, je ne vais pas donner tous les détails. Normalement, il n'y a pas de personnes de moins de 16 ans ici, on me l'a promis. Lorsqu'on parle de viol, de quoi parle-t-on? Alors, Andrea dit qu'on lui a promis qu'il n'y a pas moins de 16 ans. Donc, ça veut dire que vous avez la parole libre. Vous pouvez vous exprimer en tant qu'adulte. Mais en même temps, ce qui est dur, c'est que ces moins de 16 ans-là assistent à cela. Vous saisissez la gravité de la chose? C'est-à-dire, c'est normal que l'on demande que ces moins de 16 ans ne soient pas là, mais ils assistent à cela. C'est-à-dire, le trauma leur est imposé. OK? Et lorsqu'on en parle, c'est vrai que, bon, on en parle avec eux aussi dans d'autres cadres, mais de d'autres façons. Mais cela montre bien combien, en fait, on détruit un moins de 16 ans. Lorsque on lui impose ce genre de violence, ce genre de situation. D'accord? C'était simplement pour faire cette précision. Vous laissez la parole. N'hésitez pas à intervenir. J'ai posé une question qui est dure. Je le sais parce que je m'adresse effectivement à des plus de 16 ans. Et j'ai demandé, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un viol? J'ai dit c'est un acte ou un geste sexuel sans le consentement de l'autre. Tout à fait. Alors, quand on parle de consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement? Il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Et comment on donne son consentement? Comment on le donne, son consentement? Verbalement. D'accord. Est-ce que quand on dort, on peut donner son consentement? D'accord. Alors, messieurs, nous vous en prions. Ne vous tournez surtout pas vers madame pendant qu'elle dort. Ou assurez-vous de la réveiller et de lui informer, de ce que vous allez faire. Sans soumission chimique. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai que c'est bizarre. J'ai eu un patient la semaine dernière qui m'expliquait, c'est un professeur à l'université, qui m'expliquait combien il est harcelé. En tout cas, il a été harcelé pendant un temps important
par une ex-compagne qui l'accusait de l'avoir violée. De l'avoir violée parce qu'il a eu avec elle un acte sexuel et alors qu'elle était endormie ou semi-endormie. Et donc elle estime en fait qu'il l'a violée. Ils en ont parlé, elle me dit, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, ils gardent cela. Et on est en train de faire le lien entre sa consommation d'alcool, qui est excessive, qui est addictive, et ce sentiment-là d'être un violeur. D'accord? Donc, ça peut laisser des traces, et c'est vrai que c'est important d'être sûr que la personne est consentante. Maintenant, je veux rajouter quelque chose à cette affaire de consentement. Je rajoute un mot derrière, consentement éclairé. Pourquoi consentement éclairé? Parce que un professeur, un professionnel, un responsable d'église, un adulte, un grand, considéré comme grand, considéré comme ayant du pouvoir, peut obtenir le consentement de l'autre personne. Parce que à la position qu'il ou elle a fait que l'autre se soumet. L'autre dit oui. L'autre dit d'accord. Il y a consentement. Pour quelle raison? Vous voyez? Pour quelle raison? Et très souvent, les personnes... J'ai une jeune fille au cabinet de 13 ans. Ses parents l'ont amenée parce qu'elle a été touchée par un jeune homme et elle s'est laissée toucher. Elle s'est laissée toucher, mais elle a quand même dit non. Vous voyez? Elle a dit non, elle s'est laissée toucher. Et le garçon dit, elle était d'accord. Mais elle a dit non. Alors, était-elle d'accord ou n'était-elle pas d'accord? Parce qu'elle a dit non. Mais il a abusé. Il a abusé de sa position. Il a abusé du fait que, pour lui, elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas débattue. Et on peut avoir dans la position dans laquelle on se trouve le sentiment que c'est normal ce que je fais, je peux continuer parce qu'il n'y a pas, à mon sens, suffisamment d'éléments pour dire que la personne ne veut pas, à mon sens. Mais si on ne reste qu'à son sens, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Je voudrais rajouter aussi que le fait de rester silencieuse, ça fonctionne? Le fait de rester silencieuse aussi, c'est un non, c'est pas un oui. Silencieux ou silencieuse, hein, parce que bon, voilà, ça va dans les deux sens. On essaye. Mais c'est un non. Ne rien dire, demander à l'autre est-ce que tu veux, et que la personne ne répond pas, elle n'a pas dit oui. Donc Moïse est bien précis quand il parle de consentement éclairé et explicite. Voilà. Non mais est-ce que ça vous parle, vous qui êtes mariés ou pas? Est-ce que ça vous parle? Ce qui est l'affaire de oui, l'affaire de est-ce que... Alors justement, ce matin, à l'église de Chauvet, nous avons dit non, mais avec un non vrai, en créole, en français et en anglais, and it now. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines jeunes filles qui disent un non et qui peuvent comprendre un oui? Et c'est souvent ça, des fois, que j'entends de certains agresseurs, que le non n'a pas été franc, mais le non a été non, quoi. Trop faible. Trop faible. Oui. Sauf que, même si le non est faible, c'est non. C'est dur. Bon, c'est dur, et je le dis, autant pour les femmes que pour les hommes, d'accord? Autant pour les mâles que pour les femelles, d'accord? OK? Il faut vraiment être sûr que ce que vous vivez avec quelqu'un est partagé, en fait. Il n'y a pas de place à l'interprétation.
Moi, ce que je voulais dire concernant le couple, en fait, silencieux, je dors, non. Je pense que quand on pose un acte comme cela, c'est consentante. Les deux personnes, je dirais, doivent être bien éveillées et savoir ce qu'ils ou elles Mais il y en vont a qui faire. aiment bien dormir. Oui, mais bon, après, alors quand je parle d'être endormi, on dort, c'est vrai que quelque part, ça peut être mal traduit, c'est vrai. Oui, mais Et- le consentement doit être avant. ah, voilà, C'est pour je ça veux que je dire. dis, il y en a qui aiment bien Oui, mais- ton étant endormi. Mais on a consenti avant, même Voilà. si tu me vois endormi, you can. Yes, yes. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est le couple, en fait, une femme qui est endormie toujours un peu à moitié. Je veux dire, c'est pas. Non. Maintenant, si le mari, si c'est effectivement une personne qui dort profondément, là, c'est pas pareil. Et c'est là que ça peut être un viol. D'accord? Parce que moi, je dis que ça doit être partagé. L'acte sexuel, non. On ne peut pas se permettre de dire, ouais, j'ai envie, et puis tu. Non. Donc, c'est là où ça devient très grave. Voilà. Tout à fait. Someone else? Non? Non, mais vraiment, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de place à l'interprétation. On n'est pas là pour interpréter ce que l'autre veut. On est là pour entendre un oui ou un non. Voilà. Ou un silence qui veut dire un non. C'est tout. N'allez pas chercher des histoires. Silence, non. Non égale non. Petit non égale non. Grand non égale non. Se tourner égale non. Retirer la main égale non. Voilà. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Silence égale non. Vraiment. Alors, je poursuis sur les autres types de violences. Donc, s'il n'y a pas de oui, c'est non. S'il n'y a pas de oui, c'est non. Ok. Voilà, la seule réponse qui veut dire oui, c'est oui. Oui, yes, ya. Enfin, ça dépend de la langue. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. Voilà, donc... Après, il existe aussi les violences économiques. Je vais même vous passer, je ne sais pas si on peut faire ça, est-ce qu'ils entendront un petit, alors c'est la diapo, la diapo numéro 5. La diapo numéro 5, j'aimerais qu'on mette les premières secondes, voilà, est-ce qu'on peut cliquer sur YouTube pour que vous voyez un petit peu un spot sur les violences économiques? Ça clique? Non, je ne peux pas. C'est eux. Oui. Alors, bon, en attendant que ça arrive, je vais passer aussi aux violences administratives qui existent. Lorsqu'en fait, on vous retire vos papiers d'identité et que vous ne pouvez pas sortir de la maison parce qu'on vous a pris vos papiers d'identité. Ah oui, non, mais c'est moi qui détiens les papiers. C'est moi qui fais les démarches administratives. Donc, vous ne savez pas, vous êtes là comme une poupée quelconque dans la maison et vous ne connaissez absolument rien des démarches administratives qui sont dans la maison. Ce n'est pas normal, ça vous concerne. Même au niveau des droits des enfants, on permet aux enfants de donner leur avis sur les choses qui les concernent. Donc, femme ou homme qui est adulte, vous devez quand même, à moins que vous ayez une difficulté à comprendre, mais quand même, vous pouvez demander des comptes sur ce qui concerne l'administratif dans la maison et avoir droit à vos papiers, vos cartes d'identité ou même une photocopie de vos pièces d'identité dans votre sac. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez réussi à lancer c'est pas grave, on verra ça un petit peu plus tard sinon. Alors, il existe aussi, je disais, les violences économiques. Donc, c'est tout ce qui est privation de ressources et le contrôle financier. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle quand je dis privation de ressources et contrôle financier? Yes? Il y a quelqu'un qui consent à donner une réponse? Alors, je pose une question. Oui. Est-ce que quand vous dites ça, vous parlez de je suis l'homme, je travaille, j'ai l'argent, c'est moi qui contrôle, je ne donne pas à madame, je donne quand il faut donner. Et c'est un peu ça, quoi. Mais oui. Félicitations. Félicitations, c'est ça. C'est ça, je donne quand Non, mais, il faut... pardon, félicitations de donner quand il faut donner. C'est très bien. Non? Non, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, c'était pour adoucir la chose. Mais quand on regarde, c'est quand on veut. C'est aussi bien. Voilà. Parce que Je dis félicitations. Non, c'est parce que j'ai déjà vu des cas comme ça. Félicitations, Voilà. pas à toi, mais à lui, à eux.
Mais parce que il y en a qui ne donnent pas. Donc, si je donne au moins des fois, c'est bien, non? C'est des fois, je te donne si tu me donnes. Aussi, c'est donnant. Ça va, non? Ça vous va pas? Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Mais réagissez, pourquoi c'est pas bien? Dites-moi. Le micro est là. Ça ressemble à du chantage, mais peut-être que c'est pas du chantage. Si ça ressemble, c'est peut-être pas ça. Oui, alors, la violence Économique. économique. Alors, il a donné un exemple, mais je pense que ça peut être beaucoup plus grave que cela. Ça peut être dans un foyer, dans le couple, il y a un qui travaille, l'autre ne travaille pas. Alors, on va dire des femmes, puisqu'en général, on parle de femmes aujourd'hui. Eh bien, c'est vrai que si la femme ne travaille pas et que c'est le mari qui travaille, il ne peut pas donner quand il veut, ou voilà, non. Il faut qu'il y ait, je dirais, un consentement encore là, partagé, pour que, en plus, il y a des enfants, que la mère reçoit aussi de quoi pouvoir Mais nourrir le sa consentement famille. peut être partagé là, comme quoi c'est toi qui donnes quand tu veux. Non, c'est pas possible. Il y a une responsabilité dans le foyer, sur le plan financier. Les deux sont responsables en fait financièrement. Maintenant après, il y a effectivement, je dirais, quand les deux travaillent, il y a peut-être un salaire plus important que d'autres. Là, on peut jouer aussi sur cela et peut-être laisser à la charge à l'autre, peut-être qui gagne peut-être moins, de payer plus. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Oui, mais j'ai trouvé son exemple très intéressant, hein, cette expression-là. Parce que ça peut aller loin dans le sens où cette façon de gérer les sous-sous de la famille, du foyer, est une façon, comment dirais-je, conjointe. On est d'accord, mais on peut être d'accord sur quelque chose qui met en difficulté. On peut être d'accord sur quelque chose qui met en difficulté. Et c'est là que j'aimerais vous entendre, en fait. Madame disait que ça ressemble, c'est comme du chantage. Mais si c'est comme du chantage, ce n'est pas du chantage. Ça, ce qui ressemble à du Canada Dry, ce n'est pas du Canada Dry. D'accord? Alors, qu'en dites-vous? Merci. En fait, dans le cadre de la prévention, je crois qu'une des premières, une des actions que hommes ou femmes pourraient mettre en place, c'est déjà d'accéder à l'indépendance économique. Parce que dans le cas qui est évoqué, quelque part, la personne qui s'abstient de travailler de façon volontaire se met dans la dépendance économique vis-à-vis de l'autre. Si elle ne peut pas, si elle n'a pas les moyens, elle cherche depuis 10 ans, elle ne trouve pas. Quand même, je crois que c'est pas possible? C'est pas possible. Hein? Il y a l'école, les formations sont ouvertes pour tous, l'université est ouverte pour tous. Non, c'est pas pour tous. Donc je crois que si on se met dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'autre conjoint, et donc je crois qu'il faut différencier la violence qui est subie de celle quelque part qu'on contribue à mettre en place, parce que on a fait le choix de se mettre en dépendance. Quand on subit des abus, des violences physiques ou autres, on n'est pas consentant. Mais par rapport à l'aspect économique, je crois que il faut aussi que chaque personne, hommes et femmes, se mettent devant leurs responsabilités et s'abstiennent de se mettre en dépendance économique vis-à-vis de quelques personnes. C'est un avis qui est assez tranché, que je comprends, mais il faudra discuter. Je laisse des réactions. Dans un foyer, c'est maman, papa, les enfants. Donc, dans un foyer, il faut un budget pour vivre. Donc, dans le mot consentement, on doit s'entendre. Donc, si une seule personne travaille, en l'occurrence monsieur doit s'organiser pour que madame ait ce qu'il faut pour faire vivre le foyer, puisque lui, il travaille déjà. C'est monsieur qui doit s'organiser. Non, les deux s'organisent en fait. Non, tu as dit monsieur. C'est vrai, les deux s'organisent, mais il y a un budget à tenir parce qu'il y a des besoins dans ce foyer. Ça, on est d'accord. Ça, en tout cas, moi, je suis d'accord. Parce que ce qui se passe très souvent,
par rapport à ce qu'elle disait concernant la question de l'indépendance. Mon indépendance économique peut passer par mon épouse, peut passer par mon mari. Et même mon indépendance économique, ça c'est Moïse qui le dit, doit passer par lui, doit passer par elle. Kazodi. Je dois expliquer ça? Le frère donne la parole, il va expliquer. Ici, ne va pas plus loin. Oui, je trouve que nous sommes un petit peu embarrassés avec ces projets. Ah bon? Oui, parce que quand il s'agit des finances, des dépenses, il y a souvent des problèmes qu'on ne peut pas résoudre facilement. Parce que moi, je pense utiliser l'argent comme ça, et ma femme veut utiliser son argent comme ça. Son argent? Bon, moi, je suis marié, ça fait plus de 50 ans. Avant le mariage, j'ai compris tout cela parce que j'ai vu en famille. Je connais ce qui se passe. Et j'ai décidé de faire quelque chose. D'oublier l'argent. Ça veut dire de me retirer de l'argent. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, tout ce que j'ai fait, je t'apporte ça. Maintenant, toi-même, tu vas prendre la décision. Qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter, donner, occuper les enfants, occuper la maison, occuper ceux qui travaillent pour nous, et tout ça. Et je ne disais pas, je suis réussi parce que c'est une femme qui est un petit peu dure. Quand elle a voulu telle chose, et moi je ne veux pas, elle l'a fait quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a tout son argent. Hein? Elle a tout l'argent dans sa main. C'est normal, elle a raison. Mais alors, ça ne me fait pas mal parce qu'elle-même, je n'ai jamais allé au magasin. C'est elle qui apporte tout. Pour malheureuse. Ben oui, quand il y a j'ai besoin de souliers, mais elle a acheté. Quand elle a vu le costume n'est pas bon, elle a acheté une autre. Eh bien, elle apporte. Des moments, je lui ai dit, bien, arrêtez. Parce que je ne peux pas servir à tout ça. Mais alors, le petit problème qu'il y a, c'est que quand on est trop attaché à certaines choses, on trouve souvent des difficultés. Mais moi, je ne disais pas, bon, je donne l'argent. Elle a gaspillé, non, elle n'a pas gaspillé. Mais elle est parfois à gérer mal. Parfois, mais je lui ai dit non, il faut arrêter là. Hein, parce que si tu fais cette chose, tu sais, demain, on va trouver en difficulté. C'est bien le on, j'aime bien le on. Oui, on va trouver en difficulté. Moi, pour moi, je disais, ce n'est rien. Hein. Ce qui arrive, arrive, mais nous avons une vie. Voilà. Et pour combien de temps? Est-ce que vous voyez? Je pense que si tout le monde a bien pensé, parce qu'il y a toujours une façon d'entendre et de trouver la solution. Tout à fait. Mais des moments, il n'y a pas de dialogue. Il y a moi, et c'est moi qui commande, c'est moi qui vais, c'est moi qui ça. Et c'est ça, souvent, des problèmes qui surgissent toujours dans des familles. Ça, c'est l'un des problèmes. Et merci vraiment de cette intervention, cette mûre intervention. Oui. Alors, moi, c'est par rapport au profil des personnes, certaines femmes. Parce que je parle femme, hein? Je ne dis pas pour les hommes. Oui, femelle. Parfois, je me demande, est-ce que l'homme, quand il choisit, il connaît... pour moi, c'est comme une proie. Je sais que je peux la dominer, je sais que je peux la modeler à ma façon, parce qu'il y a certaines femmes qui se laissent faire. J'avais une voisine, je sais qu'elle est là, mais je ne l'avais jamais vue. Pourtant, je sais que c'est un couple marié, 2 enfants, mais on ne voyait jamais la dame. Le monsieur faisait tout, les coussins gros, tout le mari faisait. Et je voyais cette femme uniquement le soir quand elle allait jeter les poubelles. Comme si j'avais la sensation, quand le mari partait du travail, elle n'avait pas le droit de sortir même au dehors de la maison. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas un profil de femme par rapport à ces situations? Louise me disait, Andrea, je te laisse répondre. Et puis quand elle a dit profil de femme par rapport à ce genre de situation, je lui dis, oh, monsieur le psychologue, allez, au boulot.
Bon, alors, il est clair que nous sommes des êtres sociaux. D'accord? Je vais un peu loin, hein, mais souffrez. Nous sommes des êtres sociaux et si on n'a pas de relation sociale, cela se voit et cela peut même s'entendre. Maintenant, dans cette situation, il est fort possible, effectivement, que ce soit une personne qui n'a pas de relation sociale pour telle raison, peut-être celle auquel tu as pensé. Et la seule relation, le seul contact social que vous avez, c'est le moment de sortir les poubelles. C'est vrai que ça peut être très interpellant. Maintenant, je disais au départ que l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que nous puissions partir mieux que nous ne sommes arrivés. Alors, la question c'est, quelle est la situation de cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et aussi, oui, est-ce que c'est une victime ou est-ce que c'est une consentante? La réalité dans la question sociale dit elle semble être une victime. Elle semble être une victime. Mais investigation faite ou pas faite, c'est là qu'on saura qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais, encore, il est important pour nous d'analyser, et je rajoute un élément, nous qui sommes des chrétiens, aussi d'analyser notre environnement et de pouvoir voir quelle main je peux tendre à mon environnement. Et donc, pardon, j'allais commencer quelque chose là. Oubliez le son que vous avez entendu. OK? J'avais une patiente qui est venue me voir, et juge aux affaires familiales. Juge, d'accord, au tribunal. Elle venait me voir pourquoi? Parce que son mari la dominait. Son mari lui faisait faire ce qu'il voulait. Non, il n'était pas son mari, c'était son compagnon, ils n'étaient pas mariés. Ça peut être pour certaines personnes circonstances aggravantes. Et est-ce que c'est lui qui l'a choisi par rapport au profil? Comme quoi c'était quelqu'un de faible, quelqu'un qu'on peut dominer? Non. Parce que leur relation a commencé de façon très, très noble, très équilibrée. Et c'est petit à petit que elle, progressant dans son parcours, dans son développement professionnel, et lui, un peu stagnant, un peu tâtonnant par-ci et par-là, a commencé à changer. D'accord? Donc, il ne l'a pas choisi parce qu'elle en était là socialement et professionnellement. Elle ne l'a pas choisi parce qu'il en était là. Ils se sont choisis parce que, bon, ça a vibré, quoi. D'accord? D'accord, oui. Je finis juste et tu vas continuer. Et donc, il y a, oui, des profils de personnes, hommes comme femmes, qui sont fragiles. Il y a des situations, des événements de vie qui vont nous fragiliser au point que lorsque vous allez être approché par quelqu'un, par certaines personnes, elles vont se servir de la fragilité. Elles vont se servir de l'événement pour pouvoir mieux être là, être une réponse. Être une réponse. Et je dis quelque chose là, on va revenir dessus. Si un homme est une réponse pour vous, vous avez un problème. Si une femme est une réponse pour vous, vous avez un problème. Bon, on reviendra dessus. Parce que dès lors, on crée un profil de dominant. On se met en position de dominant. Si je suis fragilisé par un événement de vie, deuil, divorce, peu importe, perte d'emploi, et qu'un homme ou qu'une jeune femme se rapproche de moi, ce n'est pas le moment.
je ne dis pas de ne pas continuer votre idylle, hein, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que psychologiquement, je ne suis pas en capacité de raisonner la relation. Et dès lors, cela peut donner à l'autre la nécessité de s'occuper de moi et de devenir mon père ou ma mère. Et vous savez, le père se doit de diriger ses enfants, comme la mère, de décider, de lui dire, tu dois faire, c'est comme ci, c'est comme ça. Éduquer. Et donc, certaines fois, sans le vouloir, l'autre va se mettre à m'éduquer parce qu'il veut mon bien, hein, d'accord? Et il est convaincu qu'il veut mon bien. Et j'avais reçu ce monsieur-là qui est venu parce que quand il a su qu'elle venait me voir, il est venu pour m'expliquer bien qu'il veut son bien. En pleurant. Ah oui, il veut son bien et c'est elle qui ne comprend pas. D'accord? Bon, ça a été suffisamment loin. On va pas, au niveau du tribunal et autres. Et pourtant, il était juge. Mais donc, tout cela pour dire, oui, il y a des profils, mais oui aussi, ces profils-là, c'est pas tout le temps que c'est parce que la personne a tel profil qu'elle se soit retrouvée dans cette situation. D'accord? Très bien. Oui, en fait, vous dites un peu ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas cette situation de dominant et de dominé? Je dirais même, est-ce que ça ne va pas jusqu'à, dans certaines situations, parler des fois un peu de narcissisme? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui en profitent, mais avec un profil narcissique? Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter un petit peu, mais vous avez dit beaucoup de choses et qui tournent un peu dans le même sens. Mais je pense que être un dominant, pour moi, ça peut partir un peu sur une perversion narcissique. Et le dominer, comme vous avez donné l'exemple de la personne qui sort d'une relation où elle est fragilisée, ben justement l'autre qui est dominant en profite et peut pouvoir manipuler la personne qui est dans la position affaiblie. Et cette manipulation, bon, parce qu'il y a de la manipulation faite par des honnêtes gens, hein, d'accord? Les psychologues sont des honnêtes manipulateurs. Les assistantes de services sociaux sont des honnêtes manipulatrices. Tout dépend du but que l'on poursuit. Vous voyez, la question de l'influence est normale. Nous sommes là dans cette salle-là, nous nous influençons, nous échangeons, nous nous influençons par les idées que nous divulguons. Voilà, d'accord? Nous nous influençons. C'est de l'influence et c'est de la manipulation. Mais quel est le but? Vous voyez? Si c'est dans un but de dominer, là, on est dans quelque chose de pervers. D'accord? Si c'est dans le but, effectivement, d'extraire, de prendre, donc, comme un parasite, on est dans quelque chose de purement narcissique. D'accord? Et c'est vrai que cette identité de pervers narcissique, elle peut se retrouver un peu partout, chez chacun de nous, dans différents moments de vie. Et il va falloir peut-être qu'on vienne dessus, même si Andrea n'aime pas cette terminologie, mais on va revenir dessus. Mais je ne l'aime pas non plus, hein, parce qu'on la met très souvent à toutes les sauces, et il faut être précis. On va regarder la vidéo, mais je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur les propos de madame par rapport à cette dépendance économique et le fait, la nécessité pour chacun de pouvoir être indépendant économiquement et ne pas dépendre d'eux. Alors, justement, il y aura aussi dans ces spots-là un spot sur la violence économique. Donc là, ce sont 4 spots, on va dire, pas publicitaires, mais
promotion enfin, contre la violence faite aux femmes qui ont été faits en Europe. Et je vous invite à regarder. Vous verrez un petit peu les différentes formes de violence qui existent. Et après, on pourra aussi en débattre, continuer le débat. Voilà. Milhares de mulheres em Portugal são vítimas da violência doméstica. Alors juste après, on a une autre vidéo. On va commenter juste après cette vidéo-là. Ouais. Ils ont reçu. Alors, je sais que les images n'étaient pas évidentes à regarder. On va terminer sur une vidéo sur les violences économiques. Je suppose que vous avez pu voir à quel point il n'est pas
il n'est pas toujours évident en fait d'intervenir. Pour leur couple, ils ont choisi iMoney. Ah, c'est génial. Ah ben, Dès que ma femme doit faire un achat, je suis... Il n'y a pas la vidéo. Ça arrive. Ça arrive. Donc, vous avez pu voir un petit peu comment ces personnes sont victimes de violences physiques. Parce que là, il s'agissait de violences physiques. La violence économique vient juste après. Et qu'en réalité, le voisinage, les gens sont là, ils sont spectateurs ou se retranchent. Ils ne veulent pas se mêler. En fait, quand vous m'avez parlé un petit peu quand vous avez un petit peu évoqué l'histoire de la dame qui sortait la poubelle, ben, j'ai envie de vous dire bravo madame, parce que vous avez observé. Et il faut continuer à observer ce genre de situation jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe. C'est dans ces moments-là qu'on peut se permettre d'être curieux. Il n'y a pas de honte à ça. Et on va voir juste de toute façon après les différentes façons de prévenir ces violences et de trouver des solutions d'accompagnement pour ces personnes, nous en tant qu'individus, mais aussi les institutions. Voilà, donc parmi nous en tout cas, je pense qu'on a déjà tous été témoins de ces violences et qu'on ne savait pas forcément comment on pouvait réagir. Donc là, je vais vous laisser regarder la vidéo sur les violences économiques. Leur couple, ils ont choisi iMoney. Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté. C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana. Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top. Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas. Là, c'est pour une pizza pour les gamins? Je peux transférer toutes ces allocations direct sur mon compte. Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus. Non mais y a pas moyen, je refuse. Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non? Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement. De toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi. iMoney n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente. Ça peut se créer. Alors, j'ai deux questions. La première question, sur quoi vous vous basez pour faire ces vidéos, pour prendre ces vidéos-là? Parce que vous vous êtes basé que sous des femmes violentées et même pas un homme. Donc, quand vous mettez ce genre de trucs, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Moi, je suis une femme. Donc, comme je suis une femme, je commence à détester les hommes. Parce que tout se basé sur la femme et rien pour l'homme pour montrer que les deux peuvent avoir des violences. Donc, sur quoi vous vous basez? Je comprends. Non, mais alors l'objectif, bien entendu, n'est pas de discréditer les hommes qui souffrent de violences intrafamiliales aussi, hein, mais d'expliquer. Alors pourquoi généralement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de spots sur les violences faites aux femmes, parce qu'en fait, nous sommes plus nombreuses à subir ces violences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas au sérieux les violences que vous vivez, messieurs, bien entendu. Voilà. Si je peux ajouter, oui, si je peux ajouter, en fait, les hommes ne dénoncent pas. Les hommes ne dénoncent pas. Parce que ça leur enlève leur... Hein? Et ils sont moins... j'allais dire courageux, mais je ne veux pas dire ça. Ils sont moins quoi? Ils sont plus concentrés sur leur image. Un coup beaucoup plus fort. Et donc, tout à fait. Exactement. Et donc, c'est pour cela qu'il y a moins de chiffres d'hommes. Il y a beaucoup, sinon la quasi-totalité des violences intraconjugales dénoncées. Ce sont des violences faites aux femmes. Après, je dirais, Moïse, que... bien qu'il y ait des femmes bien solides, hein, d'accord, un coup de poing d'une femme n'est pas un coup de poing d'un homme. C'est un coup de poing, hein? Ouais, d'accord. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors ça dépendra des femmes. Tu as dit trois questions.
Alors, je vais quand même donner quelques chiffres pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce qui se passe. 230 000, ça correspond aux femmes qui sont victimes, qui ont été victimes de violences. Ah bon, d'accord. 230 000, les chiffres étaient à la diapo 3. 230 000, c'est la quantité de femmes qui ont été victimes de violences, en tout cas en France, en 2024 seulement. On ne parle pas de plusieurs années, mais sur l'année 2024 seulement. Ouais, voilà, voilà, parce qu'on est en 2024 et 2024 n'est pas terminé. Une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Vous avez entendu au sein de la vidéo. Et une femme sur 3, c'est le nombre de femmes susceptibles de subir des violences sexistes au cours de leur vie de femme. Voilà. J'aurais souhaité, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis, comme je le dis souvent à Moïse, quand il s'agit de violences faites aux femmes, je suis particulièrement émue. Et j'ai regardé avec vous à nouveau les vidéos que j'avais déjà vues plusieurs fois, mais je reste toujours très émue. J'aurais voulu qu'on échange sur ces vidéos que vous avez vues, sur votre ressenti, sur ce que ça vous a dit, ce que vous aviez envie de dire, si vous aviez envie d'intervenir au moment où vous avez vu ces vidéos. Je vous laisse la parole. Alors, je voulais dire, quand j'ai regardé le tout dernier vidéo, ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Bon, je ne devais pas être choqué. Mais c'est parce que tout simplement, quand j'étais petit, je me rappelle les mêmes violences que j'ai vues là, ma belle-mère m'a fait ça. Les mêmes violences. Et je lui ai dit un jour, quand je serai grand, je vais régler ton compte. Et quand je lui ai dit ça, elle est tombée encore sur moi à me faire les mêmes choses. Donc, entre-temps, bon, le temps a passé, j'ai grandi, j'ai connu Dieu, en pardonné. Mais sinon, je l'aurais fait. C'est ça? Mais ça alors. Merci pour le témoignage. Alors, je voulais juste dire, on a vu beaucoup de vidéos sur les femmes qui prennent des coups. Je m'adresse à Moïse. Hein? Est-ce que tu penses, Moïse, que toutes les femmes regardant cela, ainsi que les jeunes, moi j'aime beaucoup le mariage, j'aime ça beaucoup. Mon mariage, je ne vais pas dire c'est parfait, mais nice, cool, nice. Je me dis, est-ce que les jeunes et certains adultes qui n'est pas mariés, lorsqu'ils regardent ça, est-ce que ça va les motiver à se marier? Bonne question. Je réponds tout à l'heure. Alors, d'autres réactions, s'il vous plaît, face aux vidéos? Allez. Moi, je ne vais pas spécialement répondre à votre question, mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Toutes les vidéos que vous nous avez montrées, c'était violence physique. Mais on ne parle pas beaucoup de la violence verbale. Et je trouve, quand on voit ce qui se passe, ce que des fois certains hommes, surtout nos Antillais, disent, peuvent avoir beaucoup d'impact et peuvent faire limite presque plus mal. Ouais. Presque. Les coups. Et il faudrait peut-être aussi insister beaucoup dessus. Par rapport aux réactions sur les vidéos, moi aussi, c'est très prenant, même si on sait que c'est tourné, que c'est tourné, mais c'est inspiré de faits réels. Et je vois souvent, l'arrière-fond que je vois derrière, ce sont des femmes qui ne sont pas indépendantes. Et ça me révolte totalement parce que, en termes de niveau d'éducation, c'est vrai que les violences existent dans toutes les classes sociales. Des études l'ont montré. Mais quand même, déjà aller se mettre femme au foyer, pour moi, c'est déjà mettre un pied dans le... Non, ça c'est mon ressenti. C'est son point de vue. Mon ressenti. Il faut qu'elle l'exprime. Voilà, je l'exprime. D'accord? Souffrez ça. Et se mettre... Parce que ce sont des femmes qui, quelque part, s'exposent à la violence. Et
les chiffres sont forts. Une femme sur 3 qui meurt, au-delà de la violence verbale, au moins avec des vieilles paroles, au moins on peut aller voir le psychologue. Mais quand on est mort, c'est définitif. Et ça, ce sont des statistiques. On parle de féminicide. Il y a un terme qui est employé maintenant. C'est des féminicides. On en entend régulièrement. Ce sont des femmes qui ont porté plainte, qui ont fait des mains courantes et qui n'ont pas été prises en compte. Et honnêtement, ça ne peut que nous prendre à la gorge et de nous dire que ça vaut la peine d'appeler la police, même si sans dire le nom, mais de dire que j'ai entendu telle chose et qu'il y ait une enquête. Ça vaut vraiment la peine que tous nous nous engagions et que nous nous mobilisions. Ça veut dire aussi, pour réagir par rapport à ce que Bertrand disait, je suis désolée pour les hommes, mais c'est une réalité. Il y a une grosse proportion d'hommes qui sont violents et c'est la réalité. Et de dire à tout le temps, oui, attention, mais il y a des femmes qui sont violentes aussi, mais les statistiques montrent que ce sont des femmes qui crèvent sous des coups d'hommes. Et il est temps aussi que les hommes aussi se lèvent, et ça montre que la présence de plusieurs hommes cet après-midi montre que les hommes aussi sont sensibles à ce sujet, et que aussi c'est ensemble, que hommes et femmes, qu'on va pouvoir s'investir, s'engager pour dénoncer en tout cas les faits délictueux. Mon ressenti par rapport aux différentes vidéos, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution et que même les acteurs n'ont pas de solution. Donc certains tombent enfin il y a ceux qui ont rigolé, il y a des enfants qui sont exposés. Et dans la dernière scène où la femme est celle qui était assez un petit peu agressive, je me suis posé la question, pourquoi la femme n'est pas partie? Elle pouvait sortir, mais elle reste là. Alors, dans ce type de relation, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, je ne vais pas dire mysticisme, mais des choses qui nous dépassent, à savoir qu'une femme est maltraitée, et malgré ça, elle reste là. Et quand elle a une issue pour sortir, elle ne veut pas sortir. On a l'impression qu'elle veut, elle sort, mais pas franchement. Elle a un petit regret, elle veut retourner parce que peut-être elle s'est habituée à ce système de fonctionnement. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a une solution réelle vraiment pour ces personnes-là? Merci pour votre réaction. D'autres réactions? Ben, moi, j'en avais deux. La première, c'est par rapport à toutes les situations où les gens de l'extérieur se rendaient compte qu'il y avait un problème mais n'intervenaient pas. Et une fois de plus, ça m'a questionnée. Je me suis dit, mais à quel moment intervenir quand je suis consciente de choses qui ne tournent pas rond autour de moi? À quel moment je peux faire le pas sans m'immiscer dans la vie conjugale des gens? Voilà, donc à quel moment? Et aussi autre chose, dans la dernière vidéo, quand on voit la femme là, qui subit des choses, mais dès la première scène, on voit que c'est pas du tout normal ce qui se passe, et elle semble là, souriante, à trouver ça normal. On se dit, ben oui, comment aider ces personnes-là qui, de façon criante, vivent des choses qui ne sont pas normales? Comment les aider? Oui. On n'a pas noté les interventions. Andrea va noter. Je note, je suis une femme, je commence à répondre. Oui, t'inquiète. Je vais commencer par toi. Alors, que dire? Non, je cherche les mots qui étaient les miens pour ne pas utiliser d'autres. Il est clair que les hommes, et comme elle a dit, et je veux insister dessus, il faut le reconnaître, les hommes sont violents. Maintenant, bibliquement, ils le sont. Vous savez que bibliquement, ils le sont? De la bouche de Dieu, ils le sont. Vous savez? Non? Oui, c'est timide, je ne vais pas dire, bon Dieu dit ça.
Ah non, on n'a pas dit que c'est une excuse. Hein? Constat. Parce que, et le texte dit bien, tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc, Moïse, là, tu veux... Là, enfin, il cherche, mais il commence à me titiller. Hein. Là, je sens qu'on va débattre. Oui, tout à fait. Donc, d'aucuns pensent que c'est normal. D'aucuns pensent que c'est normal parce qu'il l'a dit. Mais il l'a dit et tout ce qu'il a dit est vrai. OK? Mais on est dans un contexte. On est dans un contexte particulier. Chers hommes et femmes. Hello, écoutez. On est dans un contexte particulier qui est celui de la dénonciation du péché, du mal. On a dit qu'on allait traiter deux mâles. Le mal M-A-L et le mal M-A-L-E. Dieu est en train de dénoncer le mal M-A-L. Ce qu'il va produire chez le mal M-A-L-E. D'accord? Donc, ce venin-là va produire sa domination sur toi. Et chez elle, ce venin-là va produire quoi? Admiration, tes désirs vont se porter. Donne-moi, fais pour moi, tu es bon, il faut que tu... Hein? D'accord? Un peu ce qu'elle dénonce par rapport à la question de l'indépendance socio-professionnelle. Les amis, si vous êtes là, et ça va répondre à certaines questions, si vous êtes là, pas là, mais si vous êtes là à Dieu, c'est que vous avez décidé d'entrer dans le traitement qu'il a décidé de faire du mal M-A-L. Et ce traitement-là passe par le médicament. Oui, mais je ne vais pas prendre ça. Jésus-Christ, je ne vais pas prendre Jésus-Christ. Le médicament Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, le médicament Jésus-Christ, si véritablement on le prend, modifie notre rapport de mâle à la femelle. Parce que Jésus-Christ nous a montré comment le mâle, M-A-L-E, fait avec la femelle. Donc, on n'a plus d'excuses comme quoi il dominera sur toi. Et Moïse, on est OK? Moïse, ça va? Tu es réconcilié? Pas encore? Pas tout à fait. Il manque? Non, il manque encore. Oui, j'aimerais bien que tu rappelles, d'ailleurs j'en avais parlé avec Natacha, je lui ai dit Moïse va en parler certainement, il va rappeler comment la Bible explique comment l'homme doit aimer sa femme. Comment la femme doit aussi être soumise à l'homme, mais pas dans n'importe quelle condition, on est d'accord? Mais comment l'homme doit aimer sa femme comme Jésus a aimé son Église. Il y a cette nécessité-là qui est faite à l'homme. Ce qui veut dire qu'à partir du moment que je passe à côté, je ne suis pas dedans. Il y a une rupture dans la chaîne de soins. Il faut que je reprenne mes médicaments. Il faut que je retourne chez le médecin, demander la prescription et aller à la pharmacie, prendre le médicament et reprendre mes soins. Mais quand je ne prends pas mes soins, je retombe dans ça. Et que doit faire la femme face à quelqu'un qui ne prend pas ses soins? Oui. Il veut continuer l'intervention. Mais... Non, mais lui, l'animateur a dit l'œil, donc je vais parler. Alors, nous sommes deux. Alors, vas-y vite, parce que oui. Alors, ce que je voulais dire, est-ce que le mot domination, il n'a pas un problème dans notre tête sur la terre? Le mot domination. Je ne sais pas s'il a un problème dans notre tête sur la terre, mais la réalité, c'est que je n'ai à dominer aucun homme, aucune femme. Tout à fait. La réalité, c'est cela. Et à partir du moment que je suis dans une logique, oui, je sais, je suis dans une logique de domination, je suis dans une logique maligne. C'est ça. D'accord?
On est d'accord. Non, c'est pour rester dans le mal, vraiment le mal. C'est le mal qui me domine. Vous vous rappelez ce que Dieu dit à Caïn? Le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Tout à fait. Domine sur le péché. Ce qui veut dire, prends le dessus sur le péché. Donc, si on entre dans une logique de dominer sa femme, ça veut dire qu'on prend le dessus sur cette femme-là. On n'a pas à prendre le dessus sur qui que ce soit. D'accord? Ça va pour ta question, Lloyd? D'accord. J'aimerais, attendez, j'aimerais répondre à une intervention qui s'est faite tout à l'heure, où une femme qui se situait ici, mais que je ne vois plus, je ne sais pas si c'est vous, qui parlait de la violence, qui parlait de la violence verbale et qu'on n'en parlait pas assez. Ben, malheureusement, elle est partie. J'aimerais lui dire, voilà. On va en parler aussi des conséquences des violences verbales. J'aimerais lui dire qu'il y a une ministre justement en charge de l'égalité homme-femme qui disait que finalement, il n'y avait pas une femme qui mourait suite de violences conjugales tous les 3 jours, mais une femme sur 2. Pourquoi? Parce qu'elle rajoutait les conséquences de la violence verbale et psychologique. Puisque des femmes victimes de violences verbales et psychologiques, voire même économiques aussi, se suicident. Voilà. Donc oui, en effet, si on doit refaire les chiffres, on est à une femme sur 2. C'est énorme. C'est pas une femme sur 3, c'est une femme sur 2. C'est terrible. Et je veux rajouter, chères femmes, et je le disais au moule ce matin, très souvent, pardon, vous vous taisez. Vous vous taisez à raison, parce que vous aimeriez ne pas faire de vagues, ne pas. OK. Mais seulement, vous gardez, et là je parle des conséquences de ces violences verbales, physiques, vous les gardez, et vous vous faites mal en les gardant. Vous préservez, d'accord, pas de problème, on préserve l'autre, la réputation de l'autre. Mais il y a nécessité pour vous de vider toutes ces ordures que cet homme, que ce père, que ce frère, que ce patron, que ce a déversé en vous au travers de mots, au travers de brimades verbales, une brimade, verbale et psychologique. Il est temps que vous compreniez cela. Je dois me traiter, me laver, m'épurer. Je ne peux pas laisser quelqu'un faire de moi son déversoir. Vous voyez? Sans moi-même me laver, me libérer. D'accord? Alors, lorsqu'on a la possibilité de le faire, certaines femmes n'ont pas la possibilité. Et c'est pour ça que maintenant, il existe un système au sein des hôpitaux pour les femmes qui sont victimes de violences physiques. Désolée pour les autres types de violences, mais quand elles arrivent aux urgences, elles sont prises en charge et elles ont la possibilité de déposer une pré-plainte au sein des urgences. Donc voilà, il y a un suivi pour s'assurer en fait qu'elle ne retombe pas dans ces problématiques. C'est un nouveau système qui a été mis en place. Voilà, il y a des questions, il y a d'autres questions? C'est un peu question, ouais. Alors, question ressentie, remarque, un peu oui. tout en même temps. J'étais un peu choquée de ce que Céline disait par rapport aux mères au foyer, parce que je suis issue d'un foyer avec mère au foyer. Mais bon, j'ai compris, mais je n'adhère pas forcément. Et ce qui était valable il y a quelques années n'est pas forcément valable de nos jours non plus. OK. Ensuite, j'ai bien aimé aussi l'intervention de Christine et tu as commencé à répondre concernant les violences verbales. Il y a des violences psychologiques, on parle beaucoup de harcèlement, il y a du harcèlement au travail, il y a du harcèlement à l'école et ça laisse des traces. Voilà. Et moi, j'ai été choquée aussi par rapport aux vidéos, aux spectateurs. Les spectateurs, surtout la dernière vidéo où les gens sourient ou sont derrière la vitre et ne disent rien, jusqu'à ce qu'elles disent stop, mais il était déjà pratiquement trop tard. Donc, comment réagir? Et je crois que Nathalie l'a dit, à quel moment il faut ou pas. Et qu'en est-il quand on inverse les rôles? C'est-à-dire que la personne victime a déjà tellement pris et que finalement, dans une autre situation,
elle se trouve en rôle inverse, malgré elle, j'ai envie de dire quelque part, elle fait subir à l'autre ce qu'elle a subi. Comment on réagit par rapport à ça? Alors, en tout cas, je trouve que votre intervention est particulièrement intéressante parce qu'il faut savoir qu'on est tous susceptibles d'être victimes de violences, mais on est tous susceptibles d'être auteurs de violences aussi. Et Moïse le dit tout à l'heure, il dit, lorsque moi j'ai été victime de violence ou que je suis victime de violence, ou même parfois auteur de violence, parce qu'en fait, il y a des auteurs de violence qui ont des pathologies et qui ne peuvent même pas se contrôler et qui aimeraient bien pouvoir se contrôler aussi. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de ces hommes qui voudraient que ce n'est pas forcément par mauvaise foi. C'est pas pour ça qu'il faut rester, hein, mesdames, celles qui prennent des coups, messieurs, pour ceux qui prennent des coups entre les mains de femmes qui ont des problématiques. Mais ceux qui sont aussi auteurs peuvent aussi finalement se faire suivre par des professionnels. Il existe des professionnels comme Moïse Vaxi qui est psychologue. Il existe aussi SOS Écoute qui est ma structure, d'autres professionnels aussi. Nous, SOS Écoute, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire on est une plateforme, donc on est spécialisé dans tout ce qui est appel. Et puis, il existe des numéros que je vais donner juste à la fin aussi. Donc, même lorsqu'on est aussi spectateur, parce que finalement, et là, je vais rappeler à la fin, ça va être un petit peu plus magistral, où je vais rappeler en fait la loi. Et je vais parler aussi de la non-assistance à personne en danger, parce qu'il s'agit de non-assistance à personne en danger lorsqu'on regarde, qu'on filme finalement ces violences aussi. Parce que, la vidéo de Charlie Chaplin, ils se sont référés à un temps ancien. Mais actuellement, on a des personnes qui sont là, tranquillement en train de filmer, des personnes qui se font violenter au lieu d'intervenir, au lieu de demander l'intervention des forces de l'ordre. Voilà, donc moi je pense que oui, il faut se renseigner, c'est un petit peu ce qu'on fait là aussi au sein de l'Église aujourd'hui, c'est informer les personnes sur ce qui existe et ce qui est possible de faire. Mais s'il vous plaît, si vous êtes témoin, ne restez pas sans rien faire. Vous pouvez peut-être ne rien, ça dépend de la situation. Il y a des situations où il faut intervenir physiquement, mais je ne vous invite pas, parce que s'il s'agit d'armes ou vous n'allez pas non plus vous mettre en danger, on est d'accord. La non-assistance en danger, la limite, c'est quand on se met en danger. Voilà. Mais le 17 existe. Il y a des numéros qui existent. Vous pouvez vous-même, en tant que témoin, dire voilà, mais écoutez-moi, tous les soirs, j'entends du bruit en haut de chez moi, je vois que mon voisin, ma voisine se fait violenter, se fait agresser, je ne peux plus rester sans rien faire. Qu'est-ce que vous faites? Il existe des associations aussi. Puis on a aussi parlé, il y a eu 2 interventions plus ou moins à ce niveau-là. On parle des femmes au foyer, on parle de la femme, du type de femme aussi. Il existe des associations, il y a une association de la police nationale d'ailleurs qui est récente et qui est très émergente, qui s'appelle la J3P. Qui est une association qui réunit les jeunes, surtout les jeunes femmes, pour leur expliquer. Ils ont fait une réunion il n'y a pas longtemps d'ailleurs, où ils ont expliqué aux jeunes femmes comment entrer dans une relation. Donc je pense aussi que les parents, les adultes, les autres ont aussi, les anciens, en tout cas les aînés, ont un rôle à jouer dans l'éducation aussi des jeunes filles et des jeunes hommes sur ce qu'est la violence, sur quelles sont les limites aussi qu'on peut accepter ou pas. Voilà. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Oui, merci d'être venu pour nous expliquer tout cela. J'ai 2 expériences. Lorsque j'étais à Paris, ma voisine de dessous, plusieurs fois, ils avaient des disputes. Et un soir, c'était vraiment un combat de chiens, de 20h jusqu'à 1h du matin. J'ai appelé, alors qu'il y avait un policier qui habitait dans l'immeuble, personne n'a appelé. J'ai été le seul à appeler. Tout le monde entendait, mais personne ne voulait intervenir puisque c'était un couple qui avait une relation toxique. Et c'était des gens qui ne s'aimaient que comme ça. Et une autre expérience que j'ai eue également, j'ai eu une amie qui était mariée avec son mari. Une fois, j'étais venu leur rendre visite. Ils ont eu une grosse dispute. Ça s'est terminé avec des coups. Et après, il y a eu plusieurs fois, une fois, elle m'a appelé au secours. Mon mari me frappe. Et j'ai même elle m'avait demandé de faire une lettre de témoignage contre son mari. Ils ont divorcé. Et à ma grande surprise, ils sont revenus ensemble. Amen. Alors, comment faire?
Amen. J'ai été dérangé par ce type de relation alors qu'on m'avait demandé d'intervenir dans le divorce pour que je puisse témoigner comme quoi le mari était violent et ils sont revenus ensemble. Alors moi, je me suis éloigné d'eux puisque je me suis dit que c'est un couple qui est malade. Voilà. Mais en tout cas... C'est la maladie d'amour de manière bizarre. Hein. Oui. Ben, en fait, de toute façon, les victimes de violences conjugales ne partent pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain, ça ne se passe jamais comme ça. Ça prend du temps. Et monsieur, en tout cas, merci pour ces personnes-là d'avoir l'intervention, même si vous avez l'impression qu'elle n'a pas servi à grand-chose, elle a eu son utilité. Mais ils sont peut-être revenus ensemble, peut-être qu'ils se battent plus, peut-être qu'ils se battent plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça s'est atténué, mais ils s'aiment. Voilà, l'amour, c'est un mystère. Mais en tout cas, merci. Moi, je dis, même si moi, je crois qu'il ne faut pas se taire, parce qu'on se dit, mais de toute façon, qu'il retourne, qu'il ouvrirait. Parce que l'auteur de violence sait que désormais, dans le voisinage, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce problème-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je dis, ça ne sert à... Enfin, vaut mieux, en tout cas, intervenir. Moïse me perturbe, il parle en même temps, il fait le mauvais élève, voilà, et voilà. C'est l'homme. Voilà, c'est l'homme, voilà. Et la femme qui a pris des notes, qui est sérieuse, qui a fait le PowerPoint, voilà. Voilà, et on lui laisse, qui ne suit absolument on pas. lui laisse toute la lumière parce qu'on est humble. Voilà. Voilà, donc moi, en tout cas, je dis qu'on ne doit pas cesser d'intervenir, on intervient à sa façon, ça peut être de façon directe et franche, comme ça peut être par des petites attentions, des petites « voisine, comment tu vas aujourd'hui? Ça va ?» Écouter la voisine, l'accompagner. Moi, j'ai connu aussi des situations où on a eu à faire déménager la dame, mais ça s'est fait tellement progressivement. Bon, elle a déménagé, elle est partie, on l'a emmenée dans l'avion, on l'a fait sortir carrément du pays parce qu'elle n'arrivait pas à se séparer du monsieur. J'ai connu des jeunes filles qui ont eu des jeunes hommes qui les ont séquestrés, une jeune femme qui a eu un jeune homme qui l'a séquestré dans sa jeunesse. Il a fallu qu'elle sorte carrément du département aussi. Donc parfois, il faut prendre des décisions qui sont fortes et radicales pour se sortir de ces relations, comme vous le dites, qui sont des relations toxiques. Ouais. Attends, je dois préciser quelque chose. On prend 2 questions. 2 questions, après on continue. 2 dernières. Et après, on doit conclure parce que c'est fermé à 18h. À 18h, tout est fermé. Donc, on prend 2 questions. Eh bien, il faudrait que les 4 personnes se mettent ensemble et voir comment elles font en sorte de faire de leurs 4 interventions 2 questions. Non, 2 questions. 2 questions. Alors, mais avant qu'on passe aux questions, je voudrais quand même parler rapidement de cette diapo. Je vais vite donner les titres. Même pas 5 minutes, ça va durer 2 minutes. Voilà, parce que ça répond un petit peu aux questions sur le pourquoi du comment. Donc, alors, ils ont fait des recherches un petit peu partout dans le monde et ils sont arrivés à la conclusion que les causes de violences faites aux femmes sont dues à l'inégalité de genre. Donc, madame allait un petit peu dans ce sens-là. La femme au foyer, la femme a un travail moins important. La femme doit toujours aller récupérer les enfants à l'école. Donc, forcément, sa carrière professionnelle s'envole moins. Voilà, ça saute. Et donc, elle se retrouve avec un budget moins important. Il suffit qu'elle soit mariée à un goujat. Et puis, bon, voilà, on connaît ce qu'il en est. Donc, et les violences conjugales sont justifiées par le fait que c'est soi-disant une faible femme. Voilà. Ou alors, elle a osé parler. Elle a osé parler, oui, mais elle est pernicieuse, hein, elle est vicieuse. Hein. Quand elle dit ça, elle a cherché à me provoquer. Après, les normes socio-culturelles, parce que nous, on est en Guadeloupe, on parle de la Guadeloupe, mais en tout cas, il fut un temps, en tout cas, mon grand-père frappait ma grand-mère. Moi, je n'ai pas honte de le dire, malheureusement. Voilà. C'était quasiment accepté comme si c'était tout à fait normal. On est issu d'une famille où les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un autre. La femme n'a pas droit à la parole. D'ailleurs, même parfois, lorsque vous êtes femme d'entreprise et que vous êtes à côté d'un homme qui est votre salarié, on s'adresse à l'homme en premier. Bon, ce sont des micro-agressions comme ça que de toute façon nous vivons, parce que nous vivons dans un pays où, soi-disant, la femme est potomitan, mais potomitan parce que ce sont des excuses aussi pour les hommes. Pour dire voilà, elle fait tout en fait, parce que c'est un potomitan. Et moi, je fais rien finalement.
Moi, je ne m'intéresse pas à la vie de famille, je ne m'intéresse pas à elle, parce que de toute façon, c'est une potomiton. Voilà. Ce sont des excuses. Ça commence à évoluer. La génération Y commence alpha, les tout petits là, ils commencent vraiment à... Ils sont un petit peu machos quand même, hein, je trouve parfois. Ouais. Alors, on a aussi du travail avec ces gens-là. Des facteurs juridiques, hein, on en parlait, hein, s'il y a une faiblesse au niveau juridique pour accompagner les femmes ou les personnes qui sont en tout cas en situation de violence, l'impunité des auteurs. On a des pays ici, on punit les personnes qui... En tout cas, on essaye de punir les personnes qui sont auteurs de violences. Mais dans d'autres pays, vous avez bien vu qu'on pouvait fusiller une femme parce qu'elle a osé s'exprimer ou retirer le voile. Voilà, donc en fait, tout dépend en fait, du pays dans lequel on est, de la justice, de la culture. Tout à fait. Et puis, il y a des facteurs qui sont plus aggravants. On en a parlé tout à l'heure, concernant les auteurs, hein, les consommations d'alcool et de drogue. Bien entendu, j'ai envie de dire à Moïse, mais les pathologies aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des pathologies. Les conflits armés, les crises humanitaires, parce qu'on a connu, pour certains, dans des conflits armés ou à l'époque de l'esclavage, des viols de femmes, ou des hommes qui faisaient des femmes pondre, plusieurs femmes pondre, et on dit que... Ah non, je retire mon expression. Qui engrossaient les juments, voilà, comme des juments. Non, mais il faut le dire, voilà. Et penser que c'était tout à fait naturel, au point où on arrive dans une société où on n'est pas dans la polygamie, mais on est dans l'adultère systématique. Ensuite... Oui, les facteurs économiques, bien entendu, on sait qu'il y a plus de femmes qui sont au chômage, qui ont des problématiques financières. La pauvreté dans les familles soi-disant monoparentales, elles sont le plus souvent constituées de femmes qui finalement se retrouvent avec des revenus moins importants et à devoir peut-être subir la violence des hommes qui ne sont pas leurs maris non plus. Oui, Moïse, j'y vais, ne t'inquiète pas. Ce que j'aime beaucoup parler. Tu fais la conclusion déjà? Non, c'est pas la conclusion du tout. Et puis les discriminations multiples, bien entendu. J'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on est dans cette société. Discrimination des femmes, discrimination des trans aussi. Voilà, de ceux qui sont LGBTQ+. Voilà. Donc j'en ai fini pour les facteurs, les causes et les facteurs aggravants. Oui. Oui, tu as remarqué que je n'ai rien dit. Hein. Juste les deux questions. Alors, justement, je voulais dire, nous parlons de violence en général, mais nous sommes dans une église adventiste, je crois. Et ce matin, on a eu un sujet très intéressant qu'on a dû, je pense, débattre dans différentes églises. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur chez nous. Beaucoup de personnes, de familles subissent et vivent des situations très difficiles et n'osent pas le dire. Alors moi, j'ai eu l'expérience d'une famille où il y avait... Une question. Oui, mais j'arrive à la question. Où il y avait eu un problème. J'ai eu aussi une femme qui est épouse d'un ancien d'église, hein, et qui me disait en fait que dans sa famille, c'est son mari qui décide de tout, pratiquement. D'accord ? C'est normal, puisque c'est le mari qui a, qui est le père, qui est aussi le maître, le seigneur de la famille. Donc je veux dire qu'il faudrait que nous puissions quand même nous axer un petit peu aussi au sein de notre communauté, que nous puissions aussi, faire de la prévention, c'est ce que vous faites cet après-midi. Nous ne sommes pas des professionnels dans le domaine, c'est vrai. N'empêche qu'on a tous un rôle à jouer lorsqu'il y a, un appel au secours d'une manière ou d'une autre. D'accord ? On peut aussi se rendre compte que nos jeunes, c'est vrai que les parents font l'éducation de leurs enfants, etc. Mais n'empêche qu'il y a aussi des situations où les jeunes se retirent parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc maintenant, la question est celle-ci. Merci. La question est celle-ci. Voilà, comment, au sein de nos églises, nous pouvons aussi mettre en place,
je dirais, ce qu'il faut pour que nous puissions aussi aider nos familles qui sont en souffrance et en difficulté. Voilà. Alors, je propose juste une chose à ceux qu'il y ait. Il y a une question là. Eh bien, c'était ce que j'allais dire. Alors, attendez. Alors, il y a une question. Alors, juste avant de... Je voulais prendre peut-être 3 questions et vous allez... Une. Tout ça. Allez-y, prenez. Non, c'est-à-dire qu'il y a Martine et Marilyn, et après, vous répondez, il n'y a plus de questions, et vous faites la conclusion, s'il vous plaît. En même temps Merci. de la réponse. On va faire comme cela, et je souhaite qu'on passe des questions et pas des commentaires, parce que ça rallonge. Oui, juste la question. Alors, oui. C'est moi? Oui. Alors, France-Lise a empiété sur un petit peu ce que j'allais dire. Amen. Par rapport à notre communauté. Il y a ces situations que nous avons tendance de fermer les yeux. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? La question est posée à Moïse. Elle est toujours posée à Moïse. Je vais finir par croire qu'on a un problème avec les femmes ici. Hein? Et on finit par Martine. Il y a le monsieur, après on finit par Martine. Alors, bonsoir. J'ai écouté, alors ce matin, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un apport religieux. Donc moi, je viens cet après-midi, donc je suis un peu dérangé par l'approche du thème, parce que c'est effectivement un sujet sociétal ramené à l'Église. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Là, on va conclure. Je n'ai pas entendu pour l'instant, mais peut-être ça va arriver là, parce qu'on a du mal à lire quand même, et peut-être que ça va apparaître, mais je ne vois pas l'apport de l'éducation. Quand on sait qu'on est dans une société, on va dire, il y a une majorité de femmes, une société où il y a beaucoup de familles monoparentales, comment on aboutit à cette situation-là? Donc il y a peut-être quelque chose qu'on rate à un moment donné, peut-être que je n'ai pas entendu, et la place de l'éducation, et peut-être des pistes d'éducation peut-être. Alors mon intervention concerne une réflexion faite par Freddy il y a quelques instants, où il disait, dans cette vidéo, on s'aperçoit que la femme reste malgré tout. Qu'est-ce qu'il fait que lorsqu'elle semble être en mesure d'échapper à la situation, elle reste? Alors moi, je pense qu'il faut aussi qu'on donne des réponses par rapport à ça, puisqu'il y a aussi tout le phénomène de la peur. Et moi, je suis très contente de voir qu'en 2024, on prend les choses bien plus au sérieux que dans le passé, parce qu'effectivement, il y a l'éducation qui nous a formatés à croire que l'homme est dominant. Et même quand on écoute, quand on lit la Bible, on s'en rend compte également que l'homme domine. Mais et en plus, il y a des dispositifs qui sont mis en place au niveau de la justice pour permettre justement que les femmes soient protégées, dans les hôpitaux également. Mais ça veut dire également qu'il faut revoir l'éducation que l'on propose aux familles. Mais ma question, qu'est-ce que, j'aurais voulu savoir comment les hommes perçoivent la femme. C'est quoi pour eux une femme? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un objet? Parce que même quand on voit le fonctionnement des enfants, des garçonnets, on a le sentiment que destin, pour plusieurs d'entre eux, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est pas un être humain, je sais pas, c'est un objet, c'est une poupée, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, c'est ma grosse question par rapport à toutes ces violences que l'on voit dans le monde. Alors, pour répondre rapidement, j'essaie de répondre à tout cela rapidement. En fait, l'homme domine parce qu'il est soumis au péché. La société est une société de domination masculine parce que c'est une société soumise au péché. Maintenant, nous qui sommes là, l'idée, comme je disais, l'apport religieux, l'apport spirituel, comme je disais, que nous devons décider, parce que c'est une question personnelle, décider de changer nos façons de penser. Et si nous ne décidons pas et n'acceptons pas de changer nos façons de penser, on va continuer à avoir ce genre de débat. D'accord? Mais que ce soit l'homme, premièrement, et que ce soit aussi les femmes. Maintenant, pas seulement au niveau professionnel, parce que c'est bien effectivement de progresser professionnellement. Mais lorsqu'on regarde le modèle biblique, ce n'est pas simplement une femme au foyer. C'est une femme au foyer, mais qui travaille. Proverbe 31. Maintenant, de l'autre côté, il y a nécessité pour nous de comprendre une chose, c'est que dans ces situations-là de violence,
Bon, on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'avait pas assez le temps. Nous reviendrons. D'accord? Syndrome de Stockholm. La victime, très souvent, reste parce qu'elle, pas simplement qu'elle fait corps avec la problématique de son bourreau, mais parce qu'elle ne voit pas là d'issue. Donc, elle a besoin de main tendue. C'est pour répondre à qu'est-ce qu'on fait. Les amis, si nous sommes là en tant que chrétiens dans la société, dans les quartiers dans lesquels nous vivons, c'est pour que nous tendions la main. Pardon de vous dire ce que je vais vous dire. Hein. Si ça augmente, ce n'est pas la faute des bourreaux, des hommes qui violentent. Si ça augmente, c'est beaucoup de la faute des spectateurs dans la vidéo. Parce que les spectateurs voient et ils n'interviennent pas d'une manière ou d'une autre. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à intervenir. Et Andrea disait à raison, pas intervenir et se mettre en danger, mais nous sommes appelés à intervenir pour dire non, pour tendre une oreille, pour aider ces personnes, pour les soulager, pour les avertir. Andrea va donner des numéros. On ne peut plus continuer à être des spectateurs passifs. Et c'est parce que nous avons été passifs que ce mal-là continue à ronger la société et ronge l'Église. Et des dirigeants, parce qu'ils sont dirigeants, on ne va pas le dire parce qu'il est pasteur, parce qu'il est ancien, parce qu'il est premier diacre, parce qu'il est ce qu'il est, on ne va pas le dire. On va pas marcher la réputation. Et ça, je l'ai entendu de la part de familles de pasteurs là dans notre église. On ne va pas rien dire parce que c'est un pasteur. Je suis désolé. On doit dire non. On doit dire non. Parce que s'il n'y a pas de personnes qui disent non, ça va continuer. Et vous allez encore poser des questions à Moïse. Moïse, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Personnellement, moi, ce que je vous dis, c'est que ça doit commencer par moi. Je ne sais pas dire foot à ma femme, à mes enfants. Je ne sais pas dire ça là. J'ai divorcé, mais jamais je n'ai dit ce genre de choses à mon ex-épouse. Pourtant, j'avais beaucoup de griefs contre elle et elle en avait contre moi. J'estime que la personne doit être respectée, doit être valorisée. Et c'est ce que nous apprenons. L'éducation, c'est ce que nous apprenons dans la Bible. En fait, nous apprenons mal, et nous apprenons bien, mais nous restons sur nos acquis anciens. On n'accepte pas de laisser tomber ce fonctionnement-là pour être bon, pour être des personnes bonnes. Voilà, je laisse Andrea continuer. Parce que si je continue, j'ai beaucoup de... Voilà. Donc, je vais, pour juste terminer, tu penses que... Non, ça va, c'est ma voix qui est petite comme ça. Donc, pour terminer, est-ce que vous connaissez ce signe-là? Ça vous dit quelque chose? Non? C'est un signe de détresse. Donc, c'est-à-dire que la personne peut se poser comme ça et vous faire comprendre d'appeler les secours. Parce que c'est la seule façon pour elle de faire comprendre qu'elle est en danger. Bon, je voulais vous le dire. Avant de vous demander de faire une photo, d'utiliser... Comment? Ah ben oui, si vous voyez quelqu'un qui utilise ce signe-là à l'église, bien entendu, ça veut dire qu'elle est en difficulté. Si vous êtes en difficulté suite à des violences, vous devez pouvoir faire ce signe-là. Ça signifie appel. Ça ne veut pas dire... Oh, alors l'autre qui voit ça, oh, tel a fait le signe. Non, mais soyez discret. Hein? C'est la partie éveil coup. Alors non. Justement, ce qui concerne les numéros, Martine, elle est responsable de la communication. Elle va récupérer cette partie-là, le PDF, et elle va le mettre sur la communication de l'Église. Voilà, et il y a un autre numéro à la page suivante aussi, qui est le numéro de SOS Écoute aussi. Voilà. Alors, ce n'est pas pour les urgences, hein, SOS Écoute. Hein. C'est pour vous accompagner, mais pas pour les urgences. Parce que là, j'ai fait une page avec les urgences et un autre numéro. Ouais, le soir, vous pouvez appeler. C'est valable pour les hommes. C'est valable pour toute personne victime de violence et en danger imminent. Juste quelques minutes.
j'ai entendu qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une chose nous avons fait à Chauvel ce matin. Est-ce qu'on peut le faire là? En créole. En diou? Non. Et je pense que là, en neurosciences, on parle d'ancrage et de conscientisation. Il faut le verbaliser. C'est bien ça? Et la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord le verbaliser et dire en diou? Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux églises qui ont été là. Tu as dit qu'il faudrait revenir, donc on verra ça quand même avec Natacha, afin que vous reveniez selon vos agendas et selon aussi les nôtres. Nous voulons vous remercier, mais on voulait aussi remercier Andrea et Moïse. Et pour ce faire, j'appelle le responsable de la PLR, Céline Palin-Mathias, qui est responsable de la... responsable de la PLR en Guadeloupe, ici. Donc, est-ce que tu peux dire 2 mots sur la PLR, s'il te plaît? Je suis surtout responsable avec Pascal de notre ministère de la Famille. Donc, toutes les questions de prévention des violences intraconjugales nous tiennent particulièrement à cœur. Dina sait que dans mon cœur, depuis très longtemps, je milite secrètement pour le MLF sans avoir jamais pris ma carte. Et j'essaie d'infiltrer dans la communauté, mais il y a beaucoup de mal. Mais enfin, en tout cas, c'était très intéressant, très profitable pour nous, et de façon à nous inscrire dans la prévention des violences intrafamiliales. Alors, c'est vrai aussi que nous faisons que Natacha Douglas, qui est la MIFEM, fait partie du pôle éducation. Effectivement, avec Pascal est là. Avec Pascal, tu as la famille, moi je suis à l'éducation, et tu me disais discrètement à l'oreille, il faudrait que nous formions nos filles, futures femmes, à être des premiers ministres. Exactement, oui. Tous des premiers. On a besoin de Barack Obama. Alors, comme il va être bientôt, non mais 18h, j'aimerais te remettre ça et te dire merci. Juste une petite courtoisie de notre église. Merci. Préparée par une... Merci à vous. Je note que nos cadeaux ne sont pas différenciés. On est pour l'égalité des gens. Ils ne sont pas genrés. Bon, on est dans l'air du temps, donc merci. Je vais me régaler dès ce soir. Merci à l'église, mais merci aux petites mains. Je sais qu'elle va pas aimer de Liliane. En tout cas, merci à vous. Je demanderai à... Alors oui, j'ai une annonce à vous faire. Pour ceux qui sont là, la semaine prochaine, c'est déjà le 7 décembre. Et le 7 décembre, c'est la journée de la gestion chrétienne de la vie. Le 7 décembre. Et à Chauvel, on va traiter une thématique qui est particulière. Comment rendre élastique un billet de 20 €? C'est la thématique de samedi à 10h30 et l'après-midi à 16h30. Après la visite missionnaire, on va revenir ici pour traiter de la thématique. Comment rendre élastique un billet unique de 20 €? À samedi prochain, levons-nous et on va prier. Merci. En tout cas, très bonne semaine à vous. N'oubliez pas le texte de ce matin, Psaume 46, verset 1. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque. Alors partez en vainqueur pour cette semaine. Je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier pour la clôture. Notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, l'honneur et la louange, parce que tu as disposé le cœur de nos intervenants pour venir nous enseigner et nous apprendre à mieux connaître tes plans, ton plan d'amour, Seigneur Dieu, pour la famille. Et tu sais combien nous avons du mal à vivre comme tu le souhaiterais. Aussi, nous te demandons ton secours, Seigneur, et la direction de l'Esprit Saint, afin que chacun, homme et femme, puisse glorifier ton nom dans nos vies, mais dans nos foyers également. Envoie-nous du secours, Seigneur Dieu. Envoie-nous ton amour, Seigneur Dieu, dans notre cœur, afin que nous puissions aimer comme tu aimes. Nous nous recommandons à toi, chacun, Seigneur Dieu, individuellement, afin que tu nous bénisses pour cette semaine qui va commencer, et te demandons de nous permettre de rester toujours attachés à toi, Père éternel, que tu nous enseignes chaque jour afin de te faire plaisir et que nous-mêmes, nous puissions tirer des bénéfices. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus et pour ta gloire.